Ils avaient rêvé d'un autre futur, et leur rêve s'était éteint dans le fracas des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Au terme de l'horreur était né un autre monde, le nôtre, un monde forgé à la lueur des camps d'extermination nazis et des purges staliniennes, un monde désormais soumis au feu nucléaire. Beaucoup de leurs compagnons sont tombés, d'autres croupissent dans les prisons franquistes, mais bien que persécutés, exilés ou déportés, certains ont trouvé la force de traverser la tourmente. Allí, pues, ocurría que los presos caían. Dans le camp, les prisonniers tombaient morts par terre. C'était la danse du rire. Ils mouraient en riant et tombaient comme ivres dans la neige. À un moment donné, j'étais tellement faible que je n'arrivais plus à tenir debout. Alors je me suis laissé tomber dans la neige, résigné à mourir sur place. Et c'est là que j'ai vu un SS se réchauffer auprès d'un feu. Pris d'une soudaine envie de vivre, je me suis approché des flammes et j'ai demandé au SS de me laisser me réchauffer. Sinon, j'allais mourir. Mais il m'a ignoré. Voici ce que j'ai écrit dans le camp sur le papier des sacs de ciment que j'ai changé contre du pain. J'avais toujours un bout de crayon et du papier, et j'ai toujours écrit. Pour Noël 44, ils nous ont permis de faire une petite fête, et quelqu'un a récité la romance de Noël. Érase una vez un padre que abandonó su pisito y se fue lejos, muy lejos, allá por tierras de exilio, porque una guerra traidora y la mala suerte quiso. ¿Qué son 6 años de ausencia por caminitos de olvido? Qué triste es la Nochebuena en el destierro perdido, entre trágica alambrada y este muro ensombrecido, que hiela los corazones, la esperanza y el hálito. Que hoy en tu noche, quizás estarás, hijo mío, sin juguetes, sin zapatos, sin besos y sin vestido. Y yo tengo el corazón seco de amor y delirios, de tanta fiebre de sueños, de tanto amar en vacío, y mi cuerpo padeciendo de hambre, de dolor y de frío. Era por placer que lo hacía. J'écrivais par plaisir, pour échapper au quotidien. De la vida del campo. Es decir, que la salvación. On était sauvés si on arrivait à s'en détacher. Era la evasión.
Si on vivait la vie du camp, si on pensait à cette vie-là, on mourrait. Il fallait donc s'évader en imaginant des tas de trucs, en rêvant. Ça permettait d'éviter les dangers et la réalité du camp. Déporté au camp de Mauthausen en janvier 1941, Roque Eliop sera libéré en mai 1945, mais il ne reverra sa femme et son fils que bien plus tard. Durant ces mêmes années, de nombreux libertaires espagnols ont rejoint la résistance, dont ils forment les troupes les plus aguerries. Quand la résistance a pris fin en 1944, je suis passé par les Pyrénées avec des armes de la résistance et du matériel pris aux Allemands dans les entrepôts de Montpellier et de Sète. Quand la première division blindée est entrée dans Montpellier, cela faisait 3 jours que j'occupais la place avec un camion de la guerre d'Espagne équipé d'un fusil mitrailleur et avec des matelas comme protection. On était en plein milieu de la place. Après, ils ont voulu m'obliger à suivre la première division blindée par-delà le Rhin. Mais j'ai répondu que mon objectif, c'était l'Èbre, pas le Rhin, et j'ai traversé les Pyrénées. La guerre est finie, mais Franco est toujours là. Pour les militants meurtris par la guerre, l'exil, la résistance et la déportation, il n'est pas question de renoncer. Les initiatives, tant individuelles que collectives, vont se multiplier. Le Mas Tartas, près de Font-Romeu, est l'une des principales bases de départ des libertaires. Miguel Quintana doit marcher pendant 9 nuits pour atteindre son point de rendez-vous en Espagne, à proximité de Ripoll. Cet endroit a été un véritable bastion, une épine plantée dans le cœur de Franco et du fascisme. Le fascisme mondial a été vaincu, mais Franco a été maintenu en place et on a dû résister en employant la force. Ici, pour nous, combattants de la liberté et de l'anarchisme, c'était une base de départ en direction de l'Espagne, là-bas, à l'horizon. Quelques œillets cueillis dans le pré où ils sont passés un jour. Certains pour la dernière fois. Le passage de la frontière est vital pour la CNT. Malgré la répression, cette dernière s'est reconstituée sur tout le territoire de la péninsule et anime l'action syndicale clandestine, les groupes d'action et les maquis. Il faut pouvoir évacuer vers la France des militants serrés de trop près par la police franquiste ou blessés dans des affrontements armés avec la garde civile. Il faut surtout fournir à l'organisation clandestine les moyens de la résistance. Et des agents de liaison qui, venus de France, pourront plus facilement échapper au réseau de surveillance et de délation mis en place par les franquistes. C'est dans ce trou qu'ont caché le matériel de propagande. 2 ou 3 fois, on a récupéré des émetteurs pour diffuser clandestinement des messages afin de préparer des sabotages. Pas souvent, car c'était très difficile. On faisait passer des camarades pour constituer des comités à l'intérieur du pays et renforcer la résistance.
Ils étaient là, près de nous, mais leur préoccupation n'était pas celle de notre monde. Avant l'offensive allemande de 1940, puis sous l'occupation nazie, ils avaient tissé les premiers liens. Dès 1944, en France, en Afrique du Nord, en Angleterre, en Amérique latine, ils ont construit une communauté tournée vers cette Espagne qu'ils ne se résolvent pas à abandonner à Franco. Aux avant-postes de la lutte antifranquiste, Aymare, une ferme de la région de Cahors qui a été utilisée dès 1939 pour faire sortir les réfugiés des camps de concentration. Restaurado parte, Allí estaba la campana para llamar a comer. A ver si se puede leer. Vamos a ver si se puede leer. Yo no puedo porque no tengo las gafas. ¿Se puede leer esto? Y aquí hay cosas. ¿Yo paso allá? Lo tenemos que llevar a la luz del día. Es un periódico mural. Sí, sí. Cada día pues, se cambiaba el texto. Esto se puede leer. La libertad, la libertad, la libertad. La justicia Curioso, natural, porque Curioso puede de encontrar y quiere. el tablero ese. Ah, mais ça, avec du temps, on peut arriver à le déchiffrer, ça. Cultiva tu sangre En lo vegetal. en lo vegetal. Eleva tu amor al colectivismo. Hubo una polémica graciosa. Que se decía que el tractor no valía nada y resulta que el tractor aún funciona. En 1948, une oreille attentive aurait pu entendre de bien curieuses émissions radio. Succédant à une première initiative lancée depuis Font-Romeu avec du matériel de transmission issu de la résistance, la CNT a installé à Aymare un émetteur tourné vers l'Espagne. Symboliquement, on reprend l'indicatif radio de la CNT-FAI triomphante de 1936. Había aquí una puerta y aquí había la sala, que era la sala de la emisora. Ah, la sala. Donde se emitía. Pero yo hablo de antes. Yo hablo de antes. Ah, antes, no lo sé. No, pero sí estaba la emisora y el tabique ya estaba entonces. SN1, Radio CNT FAI, al servicio de la liberación de España. Un nuevo asalto policíaco ha costado a nuestro movimiento del interior la detención de buen número de militantes y del asesinato de algunos. Como nuestro querido Raúl, en Madrid la ofensiva de los esbirros franquistas ha sido la vastas proporciones. Registro, domiciliarios, detenciones en masa, apaleamiento y vejaciones de todo orden. Varias semanas están llevando a cabo este Après quelques semaines d'émission, les autorités françaises, malgré leurs beaux discours, feront taire cette radio libre. C'est donc avant tout à travers la presse que s'expriment les militants exilés. En témoigne avant même la fin de la guerre un foisonnement de journaux et de revues. En mai 1945, le congrès de la CNT espagnole en exil se réunit à Paris. 30 000 militants y sont représentés. Après 3 ans de guerre civile et 6 ans de dispersion, la CNT a enfin l'occasion de se retrouver. C'est l'heure des bilans, d'une analyse douloureuse des choix auxquels elle a été confrontée durant la Révolution et la guerre. La CNT referme la parenthèse de la participation au gouvernement durant la guerre civile, sans pour autant mettre un terme aux dissensions et aux fractures. Mais ce qui s'exprime avant tout, c'est la volonté commune de poursuivre la lutte, de ne pas accepter la défaite. Diego Camacho ne s'est pas résolu à l'exil. À peine sorti du camp de concentration de Bram, près de Carcassonne, il repasse la frontière. Sur les 4000 jours qu'il passe en Espagne, seuls 700 seront pour lui des jours de liberté. Il se rendra à Madrid et à Bilbao, où le 1er mai 1947 éclate une grève générale qui durera 10 jours. Sous le nom de plume d'Abel Paz, il sera pendant 11 ans le témoin, le chroniqueur et l'acteur de la résistance. Les prisons sont l'observatoire des exploits
et des revers de la lutte. À la Modelo de Barcelone, l'information circule dans le double fond d'une bouteille thermos. 15 septembre 1949, groupe T. Nous croyons tous qu'il faut occuper la base 2, qui est la plus appropriée pour le moment, la plus sûre et efficace. Tous bien, bon moral. 18 septembre 1949, commission de défense Catalogne-Baléares. Jeudi, un membre de la commission a rencontré un délégué du groupe T. Régler problème de leurs camarades blessés, maintenant en sécurité. Nous avons appris l'arrivée prochaine de P et de H, nouvelle très importante qui renforce encore nos perspectives d'action. 1er octobre. Le groupe T a été attaqué par un détachement de la garde civile près de X. Tous les camarades sont sains et saufs et logés ici. Le blessé va mieux, son moral est excellent, mais il aurait besoin de soins supplémentaires. P a pu être contacté dimanche. Le groupe a dû se disloquer à X et a perdu le contact avec R et 3 autres camarades. Depuis, les choses ne s'arrangent pas. Surtout n'envoyez plus personne, à moins qu'il n'ait un point de chute sûr. « 18 octobre. Mauvaise nouvelle. Hier, José Sabaté a été assassiné. Il a vendu chèrement sa peau. Le vieux phalangiste, Luis Garcia Dagas, est mort d'une balle de pistolet. Il sera enterré demain en grande pompe. Nous tâcherons d'être présents à notre manière à la cérémonie. Pour Sabaté, ça s'est passé vers 8 heures. Dénonciation, coïncidence, nous l'ignorons. X, de la commission de défense de Catalogne et des Baléares, et le délégué national aux affaires juridiques sont arrivés en France. C'est la spirale de l'action et de la répression. Il faut des sommes d'argent considérables pour assurer la défense des militants arrêtés et leur apporter, ainsi qu'à leurs familles, un minimum d'aide. On fabrique de faux papiers d'identité, il y aura même de fausses pesetas. La CNT en exil alimente par des souscriptions permanentes les caisses qui pallient l'indigence chronique d'un mouvement qui ne repose que sur l'effort militant de ses adhérents. On a publié le journal Soli en 1944 avec la minerve d'un imprimeur qui par la suite a été arrêté. On a tiré jusqu'à 15 000 exemplaires. À l'époque, on tirait à 6 ou 7 000 exemplaires. Mais à l'apogée du journal, en 1946, on était à plus de 15 000. On le distribuait très facilement dans les usines, les bars et tout ça. On avait alors à Barcelone, parmi les syndicats, sans compter la province, entre 12 et 15 000 adhérents. C'était un travail colossal d'arriver à tirer 4 à 5 000 exemplaires. On y passait toute une semaine. Comme on ne pouvait pas acheter de fonte, il fallait les voler. Et comme la vente de papier était contrôlée, il fallait l'acheter au marché noir. Pareil pour l'encre. C'était toute une affaire. Un comité national ou régional qui tombait, c'était 300 ou 400 arrestations. Avec beaucoup de chance, ils écopaient de 2 ou 3 ans de prison, mais souvent, c'était largement plus. Dans ces années-là, devant un tribunal espagnol, avoir imprimé cette presse clandestine ou diffusé tracts et appels à la liberté pouvait coûter 30 ans de prison. Diego Camacho est arrêté pour la 2e fois en 1947. La police s'intéresse à ceux qui continuent à éditer depuis Madrid la presse de la Fédération anarchiste ibérique et des jeunesses libertaires. Cette fois, le cloisonnement de l'organisation a bien fonctionné. Diego, bien qu'il ait déjà milité avec l'Homme de Madrid, ne connaît ni son nom ni son adresse. Il était devenu indispensable, tant pour les camarades exilés que pour nous sur place, face à une implacable répression, d'installer une imprimerie en Espagne pour que s'exprime la presse libertaire. C'est donc dans une maison d'un quartier de Madrid, qui aujourd'hui n'existe plus, qu'on a installé une imprimerie payée par les camarades en exil.
jusqu'à ce que la police localise un certain Juan Gómez Casas, c'est-à-dire moi, car j'étais déjà fiché. Ils ont donné l'assaut, habillés en civil, et ils me sont tombés dessus. Un seul geste et on te descend devant ta femme et ton fils. Il se trouve que j'habitais à côté d'un policier, et quand il a appris tout ça, il est resté sans voix. Ça faisait 1 an qu'on était là. On avait parfaitement isolé l'endroit où se trouvait la machine pour qu'elle ne fasse aucun bruit. Il me prenait donc pour un voisin sans problème, un jeune homme bien élevé qui vivait avec sa femme et son enfant. Et il a été extrêmement surpris en découvrant qu'on imprimait des journaux pour la FAI et les jeunesses libertaires. Voilà ce que j'ai vécu et ce qui m'a valu 14 ans et demi de prison. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza y al preguntar por él, sus compañeros me han mirado con rabia, con tristeza. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. Me dicen que su madre también pregunta y que su padre apenas la pena oculta. Luego me dicen que ayer lo vieron con frases en la mano, de puerta en puerta. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza. En 1939, les combattants des provinces espagnoles éloignées de la frontière française se refusent à déposer les armes. Traqués par l'armée et la garde civile, les maquis de Ciudad Real, de Galice, du Levant, de Léon, des Asturies et d'Andalousie résisteront jusque dans les années 50. La répression d'État, froide, systématique, implacable, va bien au-delà des débordements inhérents à toute guerre civile. Calanda avait perdu 70 hommes pendant la guerre, 200 tomberont après 39. 3 mois après la fin des hostilités, on fusille encore 80 personnes par jour à Séville, 250 à Madrid, autant à Barcelone ou au Campo de la Bota, un champ de tir abandonné, le long de la plage. Les exécutions se poursuivront ainsi jusqu'en 1952. Jorge Pons, Ginés Urrea, José Pérez, Pedro Androver, Santiago Amir, les 5 derniers fusillés, sont membres de la CNT, tout un symbole. La victoire de Franco a transformé l'Espagne tout entière en un gigantesque camp de concentration. Spoliation, misère, famine, délation, la nuit est retombée sur la péninsule. La prison, les camps de travail et l'assignation à résidence sont considérés comme un moindre mal. Au nord de Madrid, le régime fait bâtir pendant plus de 20 ans par des prisonniers un mausolée abject qui résume à lui seul l'appareil oppressif du franquisme. El Valle de los Caídos. L'Espagne est quadrillée par les soutanes de l'église et les bicornes de la garde civile. Franco vit entouré d'un dispositif de protection omniprésent. La méfiance, le secret, la dissimulation, la surveillance et l'infiltration systématique sont les caractéristiques d'un régime policier au centre duquel se tapit le dictateur. En 40 ans d'exercice solitaire du pouvoir, Franco ne sortira que 2 fois d'Espagne, pour rencontrer Benito Mussolini à Bordighera et Adolf Hitler à Hendaye. On a décidé d'organiser notre propre résistance, puisque tout le monde nous abandonnait. Notre but était de déstabiliser en partie le régime de Franco, voire de supprimer le caudillo. Certains voulaient aller sur place pour se concentrer sur la coordination. D'autres étaient partisans des coups de force. Mais tout le monde ne peut pas être utile. On a tous des aspirations, mais on n'a pas tous les qualités requises pour une lutte qui demande énormément d'abnégation.
C'est ainsi que beaucoup de nos jeunes sont morts, comme Amador Franco ou Antonio López, qui étaient avant tout des idéalistes. Et pour différentes raisons, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, même quand l'organisation les aidait. Par la suite, Raúl Caballera est parti là-bas dans le même but, mais en vain lui aussi. Ils sont tous morts très jeunes, eux qui nous étaient très chers. Héros du quotidien, combattants sans visage, ils ne sortent de l'anonymat que pour être projetés dans le néant. Lorsque leurs portraits apparaissent dans les journaux, c'est qu'ils sont morts. La mémoire fait défaut à Maria Batet. Pauvre Maria, comment pourrait-elle se souvenir de tous les visages des amis disparus, des listes interminables des militants qui meurent dans les affrontements armés avec la garde civile, de ceux qui sont condamnés à mort par les conseils de guerre? Comment pourrait-elle se souvenir, par exemple, de tous ceux qui sont tombés en 1948 et 1949, d'Antonio Casas, Eugenio Mancilla, Antonio Rodríguez, José Ramírez Fajardo, Ganuza Navarro, Juan Lago Díaz, Enrique Carballido Ochavo, Antonio Solá Juan Benítez Alonso, Santo, Castillo, Manuel Benítez Antonio Roja, Rivera, Francisco Eugenio Sánchez, Alcaraz José Roca, Salvador José Escalona Guerrero, Maldonado, Joaquín Caro González Juan Maldonado, Romero, Alpuente, Corte, Francisco Manrique Martínez, José Guzmán Víctor García, Espallarga, Alonso Antonio Sola Rodríguez, Alonso, José Luis Cristiano Serrao, Ramírez Fajardo, José Bertomí, Francisco José Navarro, Puerta, Víctor Juan Vilaya, Vilaya, Miguel Guitas, Gregorio Martínez, Ochavo, Castillo, José Bertolillo, Antonio Rivera, José Puerta, Eugenia Alcaraz Juan Roca, Milaya, José Manuel Benítez Guerrero, Rojas, Joaquín Gregorio Carro, González, Juan Maldonado, Romero. El Niño. La CNT trouve en Albert Camus un allié, le même refus de se soumettre, la même horreur de tous les totalitarismes. Lorsque l'Espagne franquiste est reçue à l'UNESCO, il intervient salle Wagram le 30 novembre 1952. L'Espagne de Franco est introduite à la sauvette dans le temple bien chauffé de la culture et de l'éducation, pendant que l'Espagne de Cervantes et d'Unamuno est une fois de plus jetée à la rue. Tout le monde croyait jusqu'ici que le sort de l'histoire dépendait un peu de la lutte des éducateurs contre les bourreaux. Mais on n'avait pas pensé qu'il suffisait en somme de nommer officiellement les bourreaux éducateurs. Dès l'instant où Franco est entré à l'UNESCO, l'UNESCO est sorti de la culture universelle. La vraie culture vit de vérité et meurt de mensonges. Elle vit toujours d'ailleurs loin des palais et des ascenseurs de l'UNESCO, loin des prisons de Madrid, sur les routes de l'exil. Albert Camus, qui écrira également dans Solidaridad Obrera, cesse toute collaboration avec l'UNESCO. Mais le rouleau compresseur continue d'avancer. L'Espagne est admise à l'ONU en 1955. El tiempo nos dio la razón y la verdad se impuso contra todas las hazañas y deformaciones. España ingresa en la ONU y ocupa el puesto que legítimamente le corresponde por su importancia, por su historia y por su significación en Occidente. Albert Camus s'insurge à nouveau et publie un article dans l'Express. Dans son refus irréductible du franquisme, le grand violoncelliste catalan Pablo Casals va devenir une figure emblématique de l'insoumission. Mais tant d'efforts, tant de sacrifices ont-ils encore un sens? Contre la raison, contre l'équité, contre l'histoire, contre le droit même, Franco a été maintenu au pouvoir par les Alliés. Alors que l'Espagne entre dans la société de consommation, la guerre froide sera l'alibi dont saura habilement jouer le caudillo. Pour l'Amérique du capitalisme triomphant, comme pour l'URSS de Staline, l'Espagne révolutionnaire, parce que inclassable, a constitué une menace. Elle n'aura donc pas de seconde chance. Franco se chargera des basses œuvres. Sous la houlette d'Eisenhower, premier des grands chefs d'État à se rendre à Madrid, l'Espagne franquiste sort progressivement de son isolement. En su mensaje de salutación, Franco dice:
España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuese en la vuestra propia. Generalissimo, ladies and gentlemen. Estoy realizando en este momento, dice el presidente, uno de los grandes sueños de mi vida, visitar España y visitar Madrid. Después de aludir a la misión colonizadora de España en América, afirma: trabajemos juntos para legar a nuestros hijos la promesa dorada de que la humanidad alcance la paz, la justicia y la amistad en la libertad. Si le flot principal des réfugiés a gagné la France, la diaspora libertaire constitue également des noyaux organisés en Angleterre, au Mexique, un des seuls pays à soutenir vraiment la République espagnole, au Venezuela, à Cuba, au Maroc et en Algérie, où elle va être confrontée au soubresaut de la guerre d'indépendance. Pour les réfugiés espagnols, la menace immédiate vient de l'OAS, bras armé de l'extrême droite colonialiste. Ça a été les années les plus terribles. Des groupes de phalangistes venaient entraîner les membres de l'OAS à Guyonville, dans tout ce coin-là. Et ce sont eux qui ont donné l'ordre de faire assassiner tous les réfugiés espagnols qu'ils n'avaient pas pu coincer en Espagne. Ils venaient pour se venger de nous. Soria était le correspondant de Soli, de CNT et de toute la presse confédérale. Ils l'ont assassiné. Son corps a été retrouvé dans un sac au beau milieu d'une place. Moi, j'habitais en plein centre de Bab el-Oued, rue du Moulin, et j'ai dû acheter un appartement à la limite du quartier arabe. Par la suite, il a fallu que je m'en aille, car ils sont venus 1 ou 2 fois chez moi pour me faire la peau. Alors je me suis installé à Bouzarea, un quartier plus musulman qu'européen. Le camarade Capellan nous faisait monter la nuit, puis il nous faisait descendre au matin. On a vécu quelques mois ainsi jusqu'à la signature des accords de paix. J'ai sauvé plusieurs Arabes en les cachant 3 jours dans la cave. On leur a porté à manger vers 2 ou 3 heures du matin. Et quand ils ont pu sortir de là, une fois la guerre finie, ils nous ont embrassés. C'est le même idéal de solidarité qui pousse Paya à fonder en 1962 la coopérative de l'avenir algérien. Elle réunit 70 personnes et distribue chaque année des chaussures aux petits orphelins. On a ouvert une grande usine qui est devenue le modèle même de la collectivité, de la coopérative. Tout le monde avait du travail. Ça a très bien marché et on a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à ce que je laisse tomber. Au sein de la coopérative, du président au dernier des ouvriers, tout le monde gagnait la même chose. Je m'en souviens. Tout à fait. On n'avait aucun avantage, qu'on soit président ou secrétaire de la coopérative. Tout le monde gagnait un salaire fixe. Régulièrement, la communauté exilée de France se donne rendez-vous à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Perpignan, à Toulouse. C'est l'occasion d'exalter son identité propre, de revendiquer son attachement à une culture ouvrière qui se nourrit de publications, de conférences et de pièces de théâtre. Maçons, menuisiers ou électriciens le jour, certains militants se métamorphosent le soir en jeunes premiers ou en hallebardiers dans des pièces militantes ou mettent la dernière main à un article de vulgarisation scientifique, à une critique littéraire ou à une nouvelle.
À Toulouse, Juan Montiel est l'un des animateurs de la troupe de théâtre Iberia. On avait soif de justice à l'époque, et c'est pour ça que notre troupe a choisi des pièces contre la guerre comme Abajo las armas, El Cristo Moderno, La Carcajada, Aurora et bien d'autres dans la même veine. On a monté au Capitole une œuvre qui a gagné le premier prix d'un concours de théâtre et qui était intitulée « En España empieza a amanecer ». Le Capitole était bourré à craquer. Comme chaque fois qu'on jouait au Palais des Sports de la place du Puy, tous les 19 juillet, il y avait plus de 4000 spectateurs et souvent, beaucoup devaient rester dehors et suivis par un haut-parleur. Déjà, les touristes européens découvraient l'Espagne du soleil et des plages. Les exilés, eux, emplissaient la salle de la Mutualité à Paris ou le Palais des Sports de Toulouse, du souvenir de leur révolution et des échos des luttes qui se prolongent au-delà des Pyrénées. C'est à nouveau le plaisir d'être ensemble, de rire, de chanter, de pleurer aussi les amis perdus et l'espoir du retour en Espagne qui s'éloigne d'année en année. Dans la chaleur des retrouvailles programmées ou fortuites, parmi ces visages qu'éclairent les sourires, qui reconnaîtrait l'école terroriste de Toulouse que dénoncent les autorités et les médias franquistes? Qui imaginerait que ce sont ces gens-là, rassemblés autour des livres et des orateurs, que les agents franquistes sont chargés de surveiller et d'infiltrer? Et pourtant, car il s'agit toujours de collecter des fonds pour la lutte et la solidarité, de faire entendre la voix de la liberté qui refuse de se taire. En 1958, l'organisation monte une imprimerie dans la banlieue parisienne. Il est temps. L'amnésie gagne la classe politique internationale, la résistance elle-même est oubliée. Bautista Augusti, Verger, Guerrero, Juan Ferrer et Thomas Marcelian font partie du groupe qui a lancé l'initiative. La pression diplomatique du franquisme s'accentue. Fin 1961, le général de Gaulle fait publier le décret d'interdiction en France de la presse libertaire espagnole. Un beau jour, la préfecture nous appelle pour nous annoncer que notre journal est désormais illégal. Il nous est interdit de l'imprimer, de le vendre et de le diffuser. On s'est concerté pour trouver une solution. Voir ce qu'on pouvait faire pour ne pas priver nos camarades de leur hebdomadaire. Et donc le 9, sans sauter un numéro, on a sorti Boletín Informativo. On avait juste changé de titre, sans pouvoir donner aucune explication, car le numéro était déjà sous presse. On a juste réussi à insérer 2 lignes en bas de page.
2 petites lignes sous la signature d'Angelson Blanca disant « La solidarité ouvrière ne sera jamais démentie ». Vu les circonstances, on s'est dit que le numéro suivant, au lieu de l'intituler « Boletín Informativo », il valait mieux l'appeler « Boletín Confédéral ». Comme ça, si tout à coup ils interdisaient « Boletín Informativo », on aurait toujours sous le coude « Boletín Confédéral », lequel, ayant un titre différent, ne tombait pas sous le coup de la censure. Même en changeant de titre chaque semaine, la situation n'est pas tenable à long terme. Il faut trouver une parade. La censure ne peut s'exercer en France lorsqu'une partie du journal est en français. L'espoir pour CNT à Toulouse et le combat syndicaliste pour Solidaridad Obrera à Paris vont pendant presque 20 ans servir de couverture aux 2 hebdomadaires. La première page est en français, les autres en espagnol. Le journal a survécu. On a sorti plus de 1000 numéros en version bilingue. Plus de 1000 semaines en version bilingue. Malgré toutes ces tentatives, le franquisme n'a pas réussi à nous faire taire. Après qu'un demi-siècle d'exil ait laminé leurs rangs, les vieux anarcho-syndicalistes espagnols de la diaspora concentreront leurs moyens sur un hebdomadaire unique, Zenit. Au début des années 60, en Espagne, l'organisation est déjà très affaiblie. Elle s'est épuisée à mener quasiment seule un combat frontal contre le franquisme. Bien sûr, dans l'action armée comme dans les luttes sociales, il y a eu des moments forts. Qui ne se souvient de la grève insurrectionnelle des usagers des transports en 1951 à Barcelone? Dans ce sursaut, la CNT a joué un rôle décisif. Dans les zones minières des Asturies, les grèves se succèdent, défiant le régime, mais elles seront brisées par l'importation de charbon en provenance de l'URSS et de la Pologne. Le congrès de 61 à Limoges essaie de panser les plaies des déchirements de 1945 et dans le même temps il relance une alliance syndicale avec l'UGT et le syndicat basque STV. Fidel Gorron représentait le comité national clandestin à Madrid. À mon retour, je me suis fait pincer et la police a démantelé notre organisation. L'une des caractéristiques de notre comité national, c'est que durant 2 ans, presque 3, le bureau, le secrétariat ont été installés à la Puerta del Sol, juste devant ce que l'on appelle aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. C'est là qu'on imprimait le matériel de propagande, qu'on rédigeait les tracts, qu'on tirait en fait tous les fils de notre organisation. Et comme je vous le disais, la police a fichu tout ça par terre vers la fin de l'année 61, dans des circonstances peu claires, comme toujours dans ces cas-là. À la sortie du congrès, les militants décident de rendre un hommage aux martyrs d'Oradour-sur-Glane. Adolfo Terrassa, Esteban Rodagil, Joaquín Delgado déposent une gerbe. Le congrès s'était fixé un objectif ambitieux, en finir avec la personne du dictateur. Le courage de quelques-uns et la solidarité du plus grand nombre feront office de stratégie. Le 7 août 1963, Ramon Villa Capdevila tombe sous les balles de la garde civile. Le 23 août, les jeunes libertaires Francisco Granados et Joaquín Delgado sont exécutés au Garro, à Madrid. Tous les attentats contre Franco ont échoué. Les derniers efforts du mouvement libertaire pour en finir avec le régime laissent un goût de cendre. Les incompréhensions, l'improvisation aussi, les ambitions parfois se sont traduites par un terrible gâchis humain auquel les fils de la génération de 36 ont payé leur tribut. En exil, on mesure mal l'impact d'un quart de siècle de dictature. En Espagne, on ne le mesure que trop. La CNT et le mouvement libertaire ne peuvent plus peser que ponctuellement sur la réalité sociale espagnole.
Les festivités du 1er mai officiel ne trompent plus personne. Malgré les incantations du régime, l'Espagne réelle est ailleurs. Derrière les décors de carton-pâte, l'Espagne réelle est dans un mouvement social qui s'est constitué dans les années 60 et qui ne se rattache plus directement à la guerre civile. La vieille CNT, exsangue, assiste à l'agonie du dictateur. ¿Ha muerto? Sí. Entonces yo puedo morirme yo. Al fin y al cabo, es la primera obra buena que ha hecho en su vida. Le 1er mai 1976, l'entrée du pays dans l'après-franquisme est célébrée par de jeunes Espagnols qui se jouent de la police. Parmi eux, les amis du jeune libertaire Salvador Puig Antich que le dictateur a fait exécuter au Garrot. Et les jeunes militants qui impulsent depuis quelques années déjà la CNT renaissante. Dans la foule qui s'agglutine autour des drapeaux rouges et noirs, ils sont tous là, jeunes et vieux. Ils écoutent les mêmes discours, ils parlent à la même tribune, mais le temps a usé les mots et certains ne veulent plus les entendre. Le meeting a eu un succès extraordinaire grâce au nombre de participants, à la personnalité des orateurs et à l'impression d'unité que donnait la CNT. Les mots ne sont pas suffisants pour décrire le flot de gens qui descendaient toutes les rues de Valence pour converger sur les arènes. On était fin juin, et le 2 juillet s'est tenu le célèbre meeting de Montjuïc qui a rassemblé 500 000 personnes. J'étais persuadée qu'on allait progressivement retrouver notre vigueur d'autrefois, mais je ne me faisais pas non plus trop d'illusions. Toutes les forces de droite et du centre avaient participé à la transition, préparé le retour de la monarchie après Franco pour éviter qu'un autre militaire ne prenne le pouvoir. Elles allaient maintenant toutes faire l'impossible pour freiner notre nouvel essor et l'affaiblir peu à peu en le canalisant vers d'autres activités et mouvements. Une ère nouvelle semble s'ouvrir pour l'Espagne. Alors timidement, un à un, les exilés, les persécutés, les oubliés vont retourner sur les lieux où s'est interrompue leur jeunesse. Ils voudraient renouer les fils d'un rêve ancien qui confusément se dérobe. Mais l'Espagne n'est plus leur Espagne, leur ville n'est plus leur ville, leurs amis, le peu qu'il en reste, ne sont plus que des connaissances. On leur a tout volé, ils sont en exil partout. Dans leur si longue errance, ils ont semé des petits cailloux ici et là, trace têtue d'une génération qui ne s'est jamais résolue à la défaite parce que tout simplement elle ne s'est jamais considérée comme vaincue.
into this night. The Civil War is not so far. From around people come, on the side people die. Free your ways, free your land. Up in the face comes the cloudy sky. Look up the ways, it's a broken dream. Next to the eyes are the of the mind. Walk, walk, run, run. Step, step. Walk, walk. Regarde un peu autour de toi, pas une histoire sans un pourquoi, et pas de quoi trahir cela. Say a word, lend a gun. In a tear, justice dies. Hidden, do you smile? À l'horizon ne sont que luttes, pour cette loi répond la chute. En nous le noir mais pas le soir. Walk, walk, run, run. Step, step. Walk, walk. ¿Alguna novedad? La de siempre, igual. No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. J'avais 16 ans quand j'ai pris ma carte à la CNT. À 77 ans, je l'ai encore. Et je l'aurai sûrement jusqu'à ma mort. Don Quichotte têtu, les vieux militants de la CNT sentent qu'ils ont été, à leur manière, l'espoir de ce siècle. Peut-être en connaissons-nous encore quelques-uns, peut-être par-delà même le devoir de mémoire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont nous parle encore d'avenir.